Dans cet épisode de cinéma, il sera question de vampires, Let me kiss you. de Delphine Seyrig Soyons franchement odieux. et de libération féminine. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film franco-germano-belge réalisé en 1971, Les Lèvres Rouges, réalisé par Harry Kumel. Né le 27 juillet 1940 à Anvers, Harry Kumel grandit dans un foyer où la caméra fait déjà partie du quotidien. Après la guerre, son père s'amuse à filmer la famille en double 8 mm. Des repas, des promenades, des anniversaires. Le jeune Harry trouve ces home movies affreux, surexposés, sans âme. Un jour, il le dit à son père, qui lui tend alors la caméra. Puisque tu critiques, prends ton argent de poche, achète une bobine et fais mieux. Harry relève le défi. Il emprunte la Bolex d'un ami, dont les parents sont très riches, lit attentivement la notice technique et tourne quelques plans sur trépied. La rue, le tramway, quelques accélérés image par image, et même une surimpression. Son père reconnaît que l'exposition est correcte, mais regrette qu'on n'y voit ni sa mère, ni sa sœur. Kumel dira plus tard « J'ai passé ma vie à prouver qu'on pouvait faire du cinéma sans sa mère et sans sa sœur, même si, au fond, je crois les avoir mises partout. » À 14 ans, il rejoint le plus grand club de cinéma amateur d'Anvers. Il en est le plus jeune membre. C'est là qu'il réalise son premier film de fiction, La petite marchande d'allumettes, adaptation du conte d'Andersen, avec sa sœur dans le rôle principal. Les spectateurs ont trouvé ça extraordinaire pour un gosse de 14 ans, se souvient-il. En 1958, avec quelques amis, il fonde le groupe 58, qui s'émancipe du circuit amateur pour adopter une approche plus professionnelle. Le collectif produit plusieurs films primés dans les festivals, et l'émergence de la télévision flamande leur ouvre de nouveaux horizons. Kumel a alors 19 ans. En 1960, il est engagé par la BRT, la télévision publique flamande, pour réaliser des programmes documentaires et téléfilms. 2 ans plus tard, il travaille également pour la chaîne néerlandaise VPRO. Durant cette période, il tourne plusieurs courts-métrages et reportages. Ses influences se précisent. Hitchcock, Lubitsch, Bergman et Steinberg deviennent ses modèles. Il dédie d'ailleurs son premier long-métrage, Monsieur Hawarden, en 1968, à Joseph van Steenberg. Ce film en costume, très stylisé, raconte l'histoire vraie d'une femme contrainte de se travestir en homme pour échapper à la justice. La première projection à Mannheim est houleuse. Le public de la nouvelle vague siffle le film. Kumel, âgé de 27 ans, en pleure. Le directeur de la salle tente de le consoler, en lui rappelant qu'Antonioni avait subi le même sort avec l'Aventura. Kumel répond, pince sans rire, « Oui, mais l'Aventura était un plus mauvais film que le mien. » Malgré tout, Monsieur Hawarden est un succès critique. Il est sélectionné au Festival de Londres et salué comme l'un des 10 meilleurs films de l'année. Harry Kumel attire l'attention de jeunes producteurs belges. Il lui propose un nouveau projet, à condition qu'il soit plus commercial, avec du sexe et de la violence, tout en préservant sa signature visuelle. Fais-nous quelque chose dans le style de ton premier film, très Bresson, Dreyer. À court d'idées, Kumel feuillette un jour le magazine Historia et tombe sur un article consacré à la comtesse Elisabeth Báthory, aristocrate hongroise du XVIe siècle, accusée d'avoir torturé et tué des centaines de jeunes filles pour conserver sa jeunesse. Croyant avoir trouvé un bon prétexte à des habillages, il propose d'en tirer un film. Mais les producteurs s'inquiètent, car un film en costume coûte cher. Kumel improvise alors une solution. Faisons ça en moderne. Imaginons que cette comtesse est un vampire qui parcourt le monde à la recherche de nouvelles proies. Séduits par cette transposition contemporaine, les producteurs valident le projet. Il faut dire qu'à cette époque, le cinéma fantastique européen est traversé par une véritable mode de femmes vampires. Un motif à la fois érotique, transgressif et très vendeur. On le retrouve au cœur d'œuvres aussi différentes que La Vampire Nue de Jean Rollin en 1970, Vampiros Lesbos de Jesus Franco en 1970 également, et Vampire Lovers de Roy Ward Baker en 1971. Le film s'inscrira donc naturellement dans cette mode. Reste à écrire le scénario. Kumel pense immédiatement à Jean Ferry, figure discrète mais essentielle au cinéma français. Scénariste, dialoguiste et écrivain, Ferry avait travaillé pour Pathé Nathan dans les années 30 et collaboré avec des réalisateurs majeurs comme Marcel Carné, Henri-Georges Clouzot, Louis Malle, Georges Franju. Kumel lui envoie le synopsis, espérant que Ferry le rejettera. Je lui ai proposé l'histoire en me disant qu'il me la jetterait à la figure, mais 2 jours plus tard, il m'a répondu « C'est merveilleux, je veux écrire les dialogues ». Ferry, qui s'était toujours battu contre la censure, voit dans le projet une forme de libération. Le scénario séduit rapidement les acheteurs du marché du film de Cannes. Kumel pose alors une condition. Il ne réalisera Les Lèvres Rouges que si la plus grande actrice française du moment, Delphine Seyrig, accepte le rôle principal. C'était une condition absolue.
il est persuadé que Delphine Seyrig refusera le rôle. Mais Alain Resnais, son compagnon, l'encourage chaleureusement. « Tu dois faire ce film, on dirait une bande dessinée. » Contre toute attente, Delphine Seyrig accepte. Le producteur Henri Lange met alors sur pied une coproduction internationale, réunissant la Belgique, la France et l'Allemagne. Pour séduire les distributeurs américains, l'équipe ajoute un personnage de détective à la retraite, quelques scènes de tension et une pincée supplémentaire de thriller. Le tournage se déroule principalement à l'hôtel des Ternes d'Ostende, ainsi qu'à Bruges, Bruxelles et Metz. La distribution, quant à elle, est largement déterminée par la dimension internationale du financement. On réunit ainsi John Carlan, comédien américain, Danielle Ouimet, actrice québécoise, Andrea Rowe, actrice allemande, Paul Esser et Georges Jamin, comédien belge. Kummel résume la situation avec humour. Tout le monde a envoyé ses petits amis et ses petites amies. Dans le cas de l'Allemagne, c'était réussi au-delà de toute espérance. Dès que je l'ai vue, je me suis dit que ça allait être une grande star. Mais malheureusement, elle avait un mari épouvantable qui lui a tout interdit. Bien, maintenant que le décor est planté, voyons un peu ce que raconte le film. En route pour l'Angleterre, Stephen et Valérie, jeunes mariés, voient leur voyage interrompu par une panne de train en Belgique. Ils décident de passer la nuit dans un grand hôtel désert d'Ostende, alors même que la région est secouée par une série de meurtres sanglants. Le soir même, une mystérieuse comtesse, Elisabeth Bathory, arrive accompagnée de sa secrétaire Ilona. Le réceptionniste croit reconnaître en elle une cliente venue 40 ans plus tôt, sans qu'elle ait pris une seule ride. Intrigués, Stephen et Valérie acceptent son invitation à boire un verre. La comtesse déploie sur le jeune couple un charme aussi raffiné que mortel. Stephen, fasciné par la cruauté et la beauté d'Elisabeth, s'enfonce dans une spirale de désir et de violence. Valérie, d'abord effrayée, finit à son tour par céder à l'emprise envoûtante de la comtesse. Dès les premières minutes, le film affirme une identité totalement hybride. Ce qui frappe, c'est la manière dont Les Lèvres Rouges mélange des univers alors jamais associés. Cinéma d'auteur et cinéma d'exploitation. Kummel pulvérise les frontières, brouille les normes et déjoue les conventions du bon goût, privilégiant une atmosphère hypnotique et surréaliste au récit strict. C'est un objet filmique inclassable, mêlant horreur et érotisme, sans recours au folklore gothique traditionnel, ni crucifix, ni cercueil, ni gousse d'ail, ni canine. Kummel en convoque pourtant certains archétypes. La nuit, la séduction, la mort, l'immortalité, le vampire capé, jusqu'au personnage masculin qui se coupe en se rasant. Mais pour mieux les déplacer, les vider et les regarder avec un humour distancié. Lorsque l'inspecteur interpelle la comtesse et évoque ses histoires de vampires, d'ail, d'eau bénite et de lumière du jour, en regardant directement face caméra pour remettre nos propres réflexes de cinéphile en question, la comtesse lui reproche aussitôt son mauvais goût. I don't know about my friends here, but I find your conversation almost distasteful. Cette réplique cinglante agit alors comme un commentaire méta. Le film se moque des conventions qu'il exhibe, rappelant que ce folklore appartient à un imaginaire dépassé, bon à être réinventé. Pour casser les codes du fantastique classique et installer le spectateur dans un univers ouvertement surréaliste, Kummel doit constamment désamorcer son propre récit, surligner en gras certains éléments trop réalistes pour maintenir l'équilibre. C'est dans cette logique que s'inscrit le personnage du détective. Échappé du cinéma policier, avec son imperméable usé, il semble presque anecdotique. Retraité, obstiné, traquant Bathory depuis des années, il incarne une menace dérisoire. Juché sur son vieux vélo, il meurt d'ailleurs de la manière la plus prosaïque, écrasé bêtement par la voiture de la comtesse. Dans un récit dominé par des forces maléfiques et intemporelles, le réel ne peut survivre. Le détective apparaît avant tout comme un vestige du monde rationnel, incapable de s'imposer dans cet univers ouvertement surréaliste. Le réceptionniste obéit à la même logique. Il est réduit à un cliché volontairement appuyé, une sorte de fantôme condamné à hanter l'hôtel. Il n'existe que pour déposer dans l'oreille du spectateur et du couple la première piste concernant l'identité de Bathory. Countess Bathory stayed at this hotel 40 years ago. Kummel est parfaitement conscient de la facilité scénaristique que représente ce personnage. D'ailleurs, le réceptionniste ne subsiste que dans la première moitié du film avant de s'effacer, sans explication, dissous dans le récit, à mesure que le surnaturel absorbe toute trace de réalité. Plus essentiel au récit et aux thématiques du film, les personnages principaux, eux, s'ancrent parfaitement dans le genre du fantastique et de l'érotisme. À commencer par le couple formé par Stephen et Valérie. Dès l'ouverture, le film plonge dans leur intimité, une scène d'amour hétérosexuel très érotique, qui annonce que la sexualité sera un enjeu central, un motif omniprésent.
Cette séquence installe immédiatement une dynamique de couple troublante. On découvre rapidement que leur relation repose sur une complicité charnelle, plus que sur l'affect. Do you love me? Don't you know? I want you to say it. No. You? And me what? Do you love me? Me? Why? Of course I do. Oh, good. Very good. Why do you say that? I don't know. You don't love me. I don't love you. Apparently, we were made for each other. Tout est dit, un couple uni par le désir, mais fondé sur un vide émotionnel. Stéphane est un pur produit de son époque, façonné par un patriarcat qu'il incarne sans jamais le remettre en question. C'est un homme jaloux, brutal et dominateur. Sa fascination pour la mort révèle une part plus sombre encore. Il reste hypnotisé par un cadavre découvert à Bruges, excité par cette image de violence. Il observe la scène avec une curiosité presque lubrique. Cette pulsion morbide se prolonge jusque dans la symbolique visuelle qui l'entoure. Stéphane est littéralement associé à la couleur rouge. Ses papiers sont rouges, son pull est rouge, son blouson est rouge, et surtout, sa robe de chambre est rouge. Rien n'est laissé au hasard. Chez lui, l'érotisme est teinté de danger, de sadisme latent. Bien qu'il soit le seul homme véritablement présent à l'écran, il se retrouve paradoxalement écrasé par les figures féminines. Valérie, plus lumineuse, incarne l'innocence. Blonde, fragile, vêtue de blanc, elle se laisse d'abord submerger par la peur lorsqu'elle apprend les crimes qui frappent la région. Mais très vite, elle réalise qu'il lui manque quelque chose, que la soumission n'est peut-être pas son désir profond. L'arrivée de la comtesse agit comme une révélation. Attirée par cette femme libre, sensuelle et affranchie de toute contrainte, Valérie glisse vers un désir saphique, assumé. Progressivement, le film lui offre la possibilité de renaître, car la fonction narrative du personnage de Báthory est précisément de déstabiliser et de révéler les autres. La première apparition de la comtesse est d'ailleurs hautement signifiante. Un plan stylisé isole ses lèvres, seules illuminées dans l'obscurité. Pas de croc ici, mais un rouge éclatant. Ce vampire marque la peau lorsqu'il vous attaque. Ce rouge à lèvres se substitue à la pénétration des crocs. Chez Kummel, l'acte vampirique devient un geste de désir féminin et non une pénétration masculine. La comtesse Báthory électrise l'écran. Coiffure crantée, années 30, robe lamée argent, voix de velours. Elle surgit comme un spectre hollywoodien à la Marlène Dietrich, suivie comme une ombre par Ilona, brune, sensuelle et mutique, qui répond à ses moindres désirs. Báthory charme et manipule avec un mélange de douceur et de cruauté. Cette ambivalence éclate dans l'étonnante séquence du trio. Placée derrière Stéphane, elle caresse son torse et lui murmure des mots à l'oreille, tandis que Valérie, face à eux, proteste violemment. Stop it! Her hands and her arms and her legs. Stop it! Sa voix est son arme la plus redoutable, un murmure venu d'un autre temps, peut-être même d'un autre monde. Anachronique, libertine, âgée de 4 siècles, elle incarne une liberté féminine totale, affranchie du temps comme des normes. Chez elle, l'homosexualité se mêle à la pulsion du sang. Elle aime, tue et libère. Le film prend ainsi une dimension ouvertement féministe. Báthory choisit Valérie, non pour l'assouvir, mais pour l'émanciper d'un mari violent, d'un couple toxique et d'une lune de miel patriarcale. Elle dénonce clairement la domination masculine lorsqu'elle évoque les époux. That's why he dreams of making out of you what every man dreams of making out of every woman. A slave, a thing, an object for pleasure. Le film refuse catégoriquement toute forme de triomphe masculin. Stephen s'y révèle être le véritable antagoniste. Lors de la confrontation finale, lorsqu'il clame avec arrogance « I am a man and she is mine », il est immédiatement exécuté par Báthory et Valérie. Une réponse brutale et sans appel à sa misogynie. La fin marque une libération totale pour Valérie. Alors que le corps de la comtesse brûle et disparaît en fumée, Valérie semble régner sur le monde juste avant l'aube. Mais la voix de Báthory renaît à travers Valérie. I can't tell you how much I despise this kind of place. Especially now, when there's no one. I've just fled from such a place. Le mythe se transmet, la parole devient éternelle et la liberté définitivement conquise. En plus de cette thématique de la libération, Kummel impose une mise en scène d'une précision rare
qui diffuse une atmosphère étrange et unique. Pour y parvenir, il n'a pas peur de combiner plusieurs styles. D'ailleurs, Kummel l'affirme lui-même. Il ne s'identifie à aucune école, à aucun genre. Son principe est limpide. Trouver des images et des mouvements en accord avec l'intrigue et ce qu'elle cache. Dans Les Lèvres rouges, cette idée se traduit par une mise en scène qui oscille entre trois approches. Premièrement, un style naturaliste. Kummel ouvre ses scènes par des plans larges quasi documentaires. Plage déserte, façade de l'hôtel, gare, rue balayée par le vent, lumière naturelle, horizon gris, un travail sonore d'une grande finesse, sifflement du vent, vagues, écho des halls vides. Il ancre d'abord le récit dans un réel pour mieux basculer vers le fantastique. Deuxièmement, un style plus classique et pictural. Sa caméra se fait alors sobre, stable, contemplative, composition très maîtrisée, symétrique, rythme lent. Kummel, influencé par la peinture européenne, choisit de tourner dans l'hôtel des Ternes d'Ostende, précisément parce que son architecture lui évoquait les tableaux fantasmagoriques de Giorgio de Chirico, les visions nocturnes et mélancoliques du symboliste Léon Spilière, et les extérieurs de Bruges évoquent Vermeer, peintre fétiche de Kummel, avec leurs lignes de fuite et leurs lumières laiteuses. Les décors deviennent un personnage à part entière. Ostende, transformée en théâtre de solitude, la ville semble vidée, comme balayée par une fin du monde silencieuse. Kummel fait littéralement une déclaration d'amour à l'esthétique du vide, héritée du cinéma d'Antonioni. Ces espaces désertés où les personnages apparaissent minuscules, perdus, condamnés à errer. Troisièmement, un style baroque et maniériste. Il ose les envolées purement esthétiques. Les lumières deviennent rouges, bleues, violettes. Il suffit de poser un simple voile sur une lampe pour que la scène bascule dans l'irréel. Même les transitions sont colorées. Les fondus au rouge créent une force presque abstraite. Ces éclats chromatiques, sensuels et agressifs, rapprochent Kummel de son contemporain Dario Argento. Même goût pour les couleurs expressionnistes, les éclats lumineux, les images pensées comme une expérience sensorielle. La séquence où Ilona surgit soudain à la fenêtre devant Valérie en est l'exemple le plus frappant. Découpage, éclairage, rythme du montage, Argento aurait pu en être l'auteur. Et bien sûr, impossible de parler du film sans évoquer la musique de François de Roubaix. Son mélange de pop, jazz, classique et expérimental crée une ambiance envoûtante. La bande originale du film est tellement réussie qu'elle a été samplée des centaines de fois par d'autres artistes. La liste en ligne semble interminable. Longtemps resté dans l'ombre, le film est aujourd'hui réévalué et considéré comme un véritable classique. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à le découvrir. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.